Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler donc, des informations que nous avons trouvées dans la littérature concernant l'hypothyroïdie subclinique. Et d'abord je confirme que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors quelles ont été les questions posées au jury pour cette partie? Quels sont les critères de diagnostic de l'hypothyroïdie subclinique? Et ces critères sont-ils valables pour toutes les populations? Ou y a-t-il des variations de seuil de TSH en fonction de l'âge, du sexe, etc. Quels autres examens peuvent être utiles? Quel est l'intérêt préventif et thérapeutique de l'alimentation et des compléments alimentaires pour l'hypothyroïdie subclinique? Et y a-t-il une place pour la pharmacothérapie? Si oui, laquelle? Alors commençons directement par le rôle des compléments alimentaires, puisque pour cette question bien précise, il nous a été demandé d'effectuer une recherche dans les études. Donc, quels ont été nos critères de recherche? Donc, nous avons, comme mentionné précédemment, cherché uniquement des RCT ou des méta-analyses de RCT chez des personnes avec une hypothyroïdie franche ou une hypothyroïdie subclinique. Bien sûr, dans le cadre de cette présentation, je me limiterai à l'hypothyroïdie subclinique. Et donc, nous avons recherché les effets pour l'iode, le sélénium, le fer, les oméga-3, la vitamine D, sur des critères d'évaluation tels que la mortalité, la qualité de vie, les événements cardiovasculaires, le rétablissement des valeurs de TSH ou de T4, les symptômes ou encore les effets indésirables. Alors, parmi tous ces critères de recherche, nous avons uniquement trouvé des données provenant de RCT pour le sélénium. En ce qui concerne l'iode, une recherche systématique avait été effectuée par le NICE en 2019, mais n'a pas pu identifier de RCT correspondant aux critères de recherche, et nous n'avons pas non plus identifié de RCT supplémentaires. Et en ce qui concerne le fer, les oméga-3 et la vitamine D, nous n'avons pas identifié de RCT correspondant à nos critères de recherche pour l'hypothyroïdie subclinique. Une seule étude a été identifiée concernant la vitamine D chez des patients avec hypothyroïdie, mais je n'en parlerai donc pas pour cette présentation, et je vous invite bien entendu à consulter les résultats dans le document écrit. Donc, en ce qui concerne le sélénium, chez des patients avec une hypothyroïdie subclinique due à une thyroïdite de Hashimoto, nous avons trouvé une RCT qui a montré que le sélénium permettait de rétablir les valeurs de TSH chez un nombre statistiquement plus important de patients par rapport à l'absence de traitement. Et donc, cette RCT a conclu donc, que dans cette population, la supplémentation en sélénium résultait en davantage de thyroïdisme par rapport à l'absence de traitement. Par contre, donc on remarque que le niveau de preuve a été évalué à très faible pour ce critère d'évaluation, ce qui signifie que le degré de certitude avec lequel nous pouvons affirmer que cet effet représente un effet réel, ce qui se passe réellement, est également très faible. Alors, qu'avons-nous trouvé concernant les compléments alimentaires dans les guidelines? Donc, nous avons principalement regardé ces trois guidelines générales. Donc, tout d'abord, la guideline du NICE, qui est la plus générale concernant les pathologies thyroïdiennes, hyperthyroïdie et autres inclus. Les recommandations du British Medical Journal, qui ne regardent que l'hypothyroïdie subclinique et le traitement par des hormones thyroïdiennes. Et enfin, les recommandations de la British Thyroid Association qui concernent l'hypothyroïdie au sens large du terme. Alors, aucune de ces guidelines n'a formulé de recommandations spécifiques concernant l'utilisation de compléments alimentaires pour l'hypothyroïdie subclinique. Quelles sont les autres informations que nous avons trouvées dans ces guidelines? Alors, en ce qui concerne la définition de l'hypothyroïdie subclinique, donc, nous venons de le voir, cette définition repose principalement sur l'évaluation d'un seuil de TSH, qui est vraiment le critère important dans la définition du statut thyroïdien. Et seule la guideline de la British Thyroid Association a mentionné des valeurs de référence allant de 0,4 à 4 pour la TSH sérique. Alors, nous avons également trouvé dans une autre guideline américaine, dont nous reparlerons un petit peu plus tard parce qu'elle concerne les femmes avec des problèmes de fertilité, mais ils ont donné donc, en comparaison une valeur de référence pour la population normale, et donc eux utilisent plutôt une limite supérieure de référence de 4,5 à 5 pour l'hypothyroïdie subclinique. Alors, ces deux guidelines, la BTA et la SRM,
mentionne que les preuves en faveur d'un resserrement de cet intervalle de référence ne sont pas convaincantes et surtout que cela ne justifie pas l'augmentation du nombre de patients qu'il faudrait suivre et qui sont a priori, qui semblent en tout cas en bonne santé. Alors, quelles sont les variations dans des populations différentes? Donc, de nouveau, la BTA et la SRM mentionnent qu'il existe des variations en fonction de l'origine ethnique, en fonction de la présence d'une grossesse aussi et de l'âge. Et donc, nous reviendrons sur ces deux dernières populations puisque nous aurons des présentations spécifiques à ce sujet. Alors, en ce qui concerne l'âge, les concentrations de TSH shiftent progressivement vers des concentrations plus élevées avec l'âge. Et le NICE, d'ailleurs, a formulé des recommandations différentes sur base d'une limite d'âge de 65 ans, car ils ont également trouvé donc, cette limite dans les études de la littérature. Alors, le BMJ, lui, mentionne que ces recommandations ne s'appliquent pas aux femmes qui essayent d'être enceintes, ni aux patients qui ont une TSH très élevée, c'est-à-dire plus élevée que 20 milliunités par litre. Et leurs recommandations peuvent ne pas s'appliquer à des patients avec des symptômes sévères ou aux jeunes adultes, c'est-à-dire les moins de 30 ans. Alors, outre la TSH, quels autres tests peuvent être effectués? Donc, le NICE et la BTA précisent que la présence d'anticorps antithyroïdiens peut être indicateur d'une maladie thyroïdienne sous-jacente et en tout cas peut influencer la probabilité de revenir à des valeurs de TSH normales sous traitement. Et donc, en conséquence de cela, le NICE a recommandé d'envisager une mesure des anticorps anti-TPO chez les adultes lorsque la TSH est au-dessus des valeurs de référence. La BTA a également précisé que la signification des variations de valeurs de T3 au sein de l'intervalle de référence ou vers des valeurs légèrement trop basses était inconnue. Alors, en ce qui concerne la pharmacothérapie, le NICE recommande d'envisager la lévothyroxine pour des patients adultes avec une TSH supérieure à 10, mesurée à 2 reprises à 3 mois d'intervalle. Et ce traitement doit être aussi envisagé, en tout cas pour un essai de 6 mois, si la TSH est supérieure au seuil de référence mais inférieure à 10 et qu'il y a des symptômes chez le patient. Alors dans ce cas-là, si les symptômes ne s'améliorent pas, il faut réévaluer la TSH et ajuster la dose. Et si les symptômes persistent encore, mais que la TSH est rétablie, à ce moment-là, il faut arrêter le traitement. La BMJ, par contre, a formulé une forte recommandation contre l'utilisation des hormones thyroïdiennes chez les adultes. Donc ici, on est sur quelque chose de bien différent, mais à la place, il recommande un monitoring chez ces patients. Alors de nouveau, la SRM n'a pas formulé de recommandations strictes chez les personnes avec hypothyroïdie subclinique, mais elle mentionne tout de même que la valeur prédictive positive de l'hypothyroïdisme lors d'une TSH, lorsqu'on a une TSH entre 2,5 et 5, est faible, et que dans ce cas, il y a quand même un risque de surtraitement si un traitement est démarré à ce moment-là, avec des effets secondaires, entre autres de perte osseuse chez la femme. Et elle ajoute également qu'il n'y a pas de bénéfice ni sur le profil lipidique, ni en termes cardiovasculaires, d'un traitement d'une TSH entre 5 et 10. La BTA précise également qu'en ce qui concerne l'hypothyroïdie subclinique, il existe des cas de restauration spontanée, surtout s'il n'y a pas d'anticorps anti-TPO et que la TSH est inférieure à 10. Et donc, en conclusion, ça a déjà été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, la définition de l'hypothyroïdie subclinique repose sur des valeurs seuil de TSH et la British Thyroid Association rappelle ces valeurs seuil qui sont de 0,4 à 4. Les preuves en faveur d'un resserrement de cet intervalle de référence ne semblent pas convaincantes et les différentes guidelines précisent également que les recommandations pourraient ne pas s'appliquer à toute une série de personnes. Alors, en ce qui concerne la pharmacothérapie, les guidelines ne s'accordent pas, puisque certaines sont plutôt favorables à un traitement pour des valeurs de TSH supérieures à 10, alors que d'autres sont formellement contre. Et il faut aussi considérer le risque associé à l'utilisation de la lévothyroxine. Et enfin, en ce qui concerne la supplémentation, les compléments alimentaires,
nous avons trouvé une seule RCT mentionnant que la supplémentation en sélénium pourrait restaurer davantage d'euthyroïdie. Le niveau de preuve pour cette RCT et pour ces critères d'évaluation était très faible. Et il est également difficile d'interpréter cette étude puisque cela repose uniquement sur des critères d'évaluation biologique. Je vous remercie pour votre attention. Donc nous accueillons maintenant l'expert, le professeur Damien Gruson des cliniques universitaires Saint-Luc pour le commentaire de l'expert. Bonjour, je m'excuse d'avance pour mon néerlandais. Vous préférez en français ou en English? Français? Ça va, merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation de participer à cette réunion de consensus. Je suis pharmacien biologiste, donc spécialiste dans tout ce qui est biologie clinique. J'exprimerai donc mon avis de biologiste et je ne voudrais pas sortir de mon champ de compétences. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Et donc, quand on parle d'hypothyroïdie subclinique, et comme ça a déjà été évoqué par les intervenants précédents, c'est vrai qu'on est face à une définition qui est très biologique. Et donc, les tests de laboratoire jouent un rôle prépondérant pour arriver à cette observation d'hypothyroïdie subclinique. De nombreuses guidelines, et on vient de le voir par notre oratrice précédente, ont été publiées sur le sujet. Et il est évident que des tests de labo, notamment la TSH, jouent un rôle prépondérant en première intention dans ce diagnostic d'hypothyroïdie subclinique. Si vous faites le suivi de la littérature, il est évident que dans les différents groupes avec une hypothyroïdie subclinique avérée, différentes complications, qu'elles soient cardiovasculaires, sur le plan de la fertilité, du déclin cognitif, ont été rapportées. De la même manière, des outcomes dans d'autres populations fragiles ou plus à risque, comme la grossesse ou la périnatalité, sont à considérer. Et cette entité d'hypothyroïdie subclinique doit donc être suivie attentivement lorsque le diagnostic est confirmé. Si on prend la littérature, il y a différentes observations aussi pour des grades d'intensité de l'hypothyroïdie subclinique qui vont dépendre du taux de TSH. Il est évident que c'est à ajuster, là aussi, comme évoqué précédemment, en fonction des seuils par groupe de population. Et donc, une personnalisation est nécessaire en fonction des populations que nous suivons. Personnalisation des valeurs de référence. L'intensité de l'hypothyroïdie subclinique, si nous nous basons sur cette notion de grade, peut-être aussi, et ça je laisse la parole aux groupes médicaux, peut-être nécessiter un ajustement dans la dose du traitement qui est choisi. Si on zoome maintenant plus sur la partie des tests de fonction thyroïdienne, ce que l'on appelle des thyroid function tests, eh bien, ce sont des tests qui nous servent principalement à mesurer l'état de la fonction thyroïdienne, et je militerai clairement pour un usage rationnel de la prescription de ces tests thyroïdiens et d'une utilisation ciblée, là aussi, en fonction du groupe de population. Il est clair, et cette image montrée par le professeur de Calonne précédemment, il est clair que la TSH reste le baromètre le plus sensible pour monitorer ou mettre en évidence une dysfonction thyroïdienne précocement, puisqu'elle varie de manière exponentielle par rapport aux concentrations d'hormones thyroïdiennes. Donc c'est le paramètre le plus sensible, que ce soit pour une hyper ou une hypothyroïdie. C'est donc notre maître à chat pour aujourd'hui. Et après, vous allez avoir une prescription rationnelle des tests, certainement, mais le test indicatif reste la TSH. Sachez qu'il existe des règles de test réflexe qui peuvent être appliquées par les laboratoires. Si vous prescrivez une TSH et que le résultat est anormal, nous pouvons enclencher un test réflexe sur une hormone libre, ce qui peut inciter aussi à une prescription plus ciblée et plus rationnelle. Je milite aussi pour l'éducation et la formation continue avec nos collègues hospitaliers et nos collègues de médecine générale pour cette réflexion de prescription rationnelle. Donc,
Si on prend cette réflexion rationnelle, il est clair qu'au vu de la littérature se pose la question de l'intervalle de référence. Grosse littérature en fonction de l'âge, j'y reviendrai, nécessaire d'ajuster et certainement au-delà de 70 ans des valeurs de référence pour des populations plus fragilisées, avec des valeurs de référence qui peuvent dépendre en fonction de la localisation géographique, du sexe, mais aussi de la méthode de dosage. Réflexion de l'ordre rationnel, on va commencer par la TSH. En première intention, toujours difficile d'avoir un rôle primeur pour la T3 libre. Éviter de faire cette utilisation d'hormones thyroïdiennes dans des pathologies aiguës ou chez des patients hospitalisés. On va préférer être dans des phases plus de recovery. Pas d'intérêt de répéter des dosages de manière abusive, surtout si l'état clinique n'a pas changé ou s'il y a une absence de symptômes. Important de considérer les différentes sources de variations autour de la TSH. On a vu les variations de sécrétion pulsatile, j'en reprendrai d'autres, qu'elles soient l'obésité ou que ce soit l'âge. Intéressant d'avoir aussi un usage ciblé des dosages des anticorps anti-thyroperoxydase, dans la mesure où lorsqu'on va suspecter et confirmer un diagnostic d'hypothyroïdie subclinique, eh bien, la distinction, le diagnostic différentiel entre une origine auto-immune ou non, eh bien, pour le faire, il faut recourir à ce dosage des anticorps anti-TPO, donc qui sont un dosage à haute valeur clinique au regard des anti-TG qui sont peut-être plus utiles pour une juste prescription de la thyroglobuline. Et alors intéressant d'avoir un screening peut-être plus systématique dans des populations plus à risque d'outcome. On pense à la grossesse, on pense peut-être à la périnatalité, et vous trouverez des guidelines de l'ETA qui ont été formulés à ce sujet. Un petit mot pour vous dire que la standardisation des tests de laboratoire continue de progresser. Donc standardisation, on entend faire en sorte que les méthodes de dosage ou les résultats issus de différentes méthodes de dosage soient le plus comparable possible, tous les laboratoires de biologie en Belgique n'utilisant pas les mêmes dosages et les mêmes fournisseurs. Et donc il est important d'homogénéiser les résultats qui sortent. Nos dosages ont progressé depuis des années, sont devenus beaucoup plus sensibles, permettent de couvrir une gamme de mesures qui est très large. Mais vous le voyez, les box plots entre les différents fournisseurs ne sont pas systématiquement comparables. Si vous prenez les contrôles de qualité externes de Cienzano, cette différence reste évidente, même si elle est amenuisée au cours du temps. Il existe différentes formes circulantes de TSH, différentes formes glycosylées. Un matériel de référence a été proposé par la Fédération internationale de biologie pour poursuivre cette standardisation. Et au fur et à mesure des années, on voit qu'on progresse dans cette standardisation. Néanmoins, nous ne sommes pas encore homogènes. Donc mon message est des valeurs de référence, oui, mais des valeurs de référence par fournisseur confortées aussi localement. Ça reste aussi un point d'attention en termes d'accréditation pour les laboratoires. Donc, méthode de référence, oui. Valeur de référence, oui. Personnalisée, oui. Et par fournisseur, ça c'est un message. Facteurs confondants, eh bien on en connaît plusieurs. Non-thyroidal illness, on va éviter de prescrire dans des zones où on sait que physiopathologiquement la fonction thyroïdienne va être dérégulée. Quelques points d'interférence qui sont pas fréquents, juste si on constate des valeurs de TSH anormalement élevées sans aucun tableau clinique associé, on peut éventuellement contacter le laboratoire pour une recherche d'une macro-TSH. Ce sont des complexes qui sont biologiquement inactifs, mais qui sont des polluants sur certaines méthodes. J'insiste, c'est une minorité, mais on peut l'exclure assez facilement au travers d'outils de labo. Alors, je milite clairement, comme la littérature et mes collègues, pour des valeurs qui sont âge et sexe spécifiques. C'est extrêmement important si on veut être efficace dans le diagnostic. Si vous prenez cette publication récente
de 2020 de Véronique Ravreau, c'est le groupe de Lyon, c'est aussi la personne qui est impliquée dans le groupe de standardisation de la Fédération internationale. Il est évident qu'on a accès à des métadonnées qui permettent de voir que, en fonction de l'âge et du sexe, on peut observer des variations. Si on zoome sur ces différences hommes-femmes, elles existent, elles sont peut-être minimes, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a une augmentation hommes et femmes au cours des années. Donc l'ajustement des valeurs de référence en fonction de l'âge, les âges extrêmes, il n'y a pas que les populations les plus âgées, et j'insiste aussi sur le fait qu'on doit ajuster les valeurs de référence en pédiatrie, et donc des valeurs qui sont spécifiques aussi en pédiatrie, c'est extrêmement important. Là aussi, un bon diagnostic repose là-dessus. Et on s'aperçoit que dans cette étude, et je vous invite à la parcourir, l'ajustement avec de nouvelles valeurs de référence permet de corriger en fonction de l'âge des diagnostics inappropriés d'hypothyroïdie subclinique, parce qu'on avait pris 4 pour des sujets qui étaient à plus de 70 ans, alors que les valeurs de référence étaient à 6 ou à 7 en fonction des méthodes. Donc voilà, la reclassification des catégories a été importante en fonction de ces nouvelles valeurs personnalisées. Donc j'insiste aussi sur la pédiatrie, je viens de le dire. Il y avait des données plus anciennes qui avaient été publiées sur ce shift, aussi sur l'extrême chez les sujets plus âgés. Valeurs de référence qui sont ajustées également pour la TSH et les hormones thyroïdiennes circulantes, principalement la T4, pendant la grossesse. Donc, important de personnaliser des valeurs de référence qui sont trimestres spécifiques. Et un petit mot pour terminer sur ce que l'on appelle la variation biologique. Et ça, c'est quelque chose que les laboratoires vont de plus en plus intégrer dans l'accompagnement des résultats, à savoir les valeurs de référence ou les sources de variation d'une TSH sont nombreuses. On a vu la pulsatilité au cours du rythme nictéméral, on connaît un effet saisonnier qui est décrit dans la littérature, le surpoids peut être un facteur, et donc toute la composante de variabilité intra-individuelle est importante. Et si on s'aperçoit dans des études de variation biologique sur les paramètres thyroïdiens que nous avons pu rapporter ou qui ont été rapportés par des groupes, notamment de la Fédération européenne, on s'aperçoit que ce que l'on appelle un reference change value, donc si vous faites des valeurs répétées, des mesures en série de TSH chez des volontaires sains pendant 5 semaines, on a un reference change value de 55%. Donc ces volontaires ont été mesurés au même moment de la journée pendant 5 semaines différentes. C'est quoi 55%? Comment vous pouvez le traduire? Eh bien que pour ces volontaires, si on veut juger une différence statistiquement significative et autre que la variation qui est purement biologique, il faudra une différence de plus de 55% entre les deux mesures. Et donc cet ajustement de l'interprétation en fonction d'une variabilité biologique est importante, elle concerne de nombreuses hormones et vous voyez qu'elle varie en fonction des paramètres. On est à peu près à 55% pour la TSH, 16% pour les hormones libres. Ici, ce sont dans des groupes de sujets sains. Ces valeurs de variation biologique méritent d'être ajustées aussi dans des populations qui peuvent parfois souffrir de problèmes chroniques. Et donc, c'est un point d'attention sur lequel les nouveaux outils informatiques vont permettre aussi de revoir les rendus de résultats. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que c'était clair. Aux orateurs. Nu hebben we 15 minuten voor de discussie. Je peux parler? Oui. Donc, vous avez dit de ne pas répéter un TSH normal, mais donc, on a juste vu que la recommandation NICE dit de répéter
le test TSH s'il est augmenté, parce qu'un diagnostic d'hypothyroïdie subclinique n'est jamais urgent. Alors, ce TSH répété selon les guidelines NICE doit être un test du même fournisseur ou pas? Un test? Du même fournisseur. Oui, alors merci d'avoir posé la question. C'est vrai que si on veut confirmer un diagnostic subclinique, tenant compte de la variabilité, il est important de répéter. Après, c'est une répétition de tests thyroïdiens sans changement des symptômes. Donc ici, si on veut conforter un diagnostic tenant compte de la variabilité, c'est un peu comme pour une testostérone ABC et sans qu'on connaisse forcément le moment et l'heure de prélèvement. Donc c'est intéressant de faire cette répétition. Ce que les guidelines mentionnent, et ça peut varier, c'est 2-3 mois après la première mesure. Et donc vous allez tomber dans cette réflexion de où est ma nouvelle valeur de TSH, est-ce qu'elle sera statistiquement significative de l'autre ou pas, et j'ai l'impression que si on veut vous aider dans la prise de décision, à terme, il sera bien d'avoir cette intégration de la variabilité biologique pour juger d'une différence significative ou pas. Et ça dépend aussi un petit peu de l'endroit où vous vous trouvez en termes de valeur de TSH. Je pense qu'on va on tombe sur les fameux grades de TSH. Voilà, vous allez avoir en fonction de la variabilité biologique, si vous êtes sur des valeurs observées qui sont aux alentours de 4,5, 5, 5,5, vous allez être plus enclin, de par les 50% de variabilité, de tomber sur des valeurs qui seront normales. Si vous êtes avec un seuil plus élevé, vous avez plus de chances de rester sur des valeurs pathologiques. Est-ce que cette variation biologique est relevante en clinique? Oui. Oui, totalement, parce que et c'est dans votre interprétation des tests. Donc, elle est relevante cliniquement parce que elle existe. Elle peut parfois faire en sorte que chez certains individus, on va osciller entre des valeurs qui sont à la limite de la normale ou des valeurs normales. Et donc, c'est extrêmement important dans votre prise de décision. Je pense que c'est encore plus critique quand on est à la limite des seuils de référence. Et, même commentaire pour d'autres hormones, c'est important d'intégrer cette variabilité et ça semble prépondérant maintenant. Merci Damien. Concernant le réflexe testing de la T4, oui. Donc est-ce que tu as une idée au niveau national si beaucoup de laboratoires appliquent cela? Parce que c'est vraiment contraire à ce que tu viens de dire, qu'il faut en fait tout d'abord répéter le mesurement de TSH. Oui, tout à fait. Je pense que ça donne des opportunités. Allez, je vais sur des cas qui sont plus extrêmes ou plus caricaturaux. Si on a des symptômes qui sont tranchés, si on a une TSH qui est aux alentours de 20, 25 et qu'on veut avoir le cœur net sur une intensité d'une hypothyroïdie, cet accès à un dosage de T4 libre que l'on peut ajouter peut faire gagner du temps aussi au diagnostic. Est-ce que beaucoup de laboratoires font cela aujourd'hui? Non, je ne pense pas. La partie test réflexe pour aider à une juste prescription me semble limitée. Merci Damien. J'ai une question similaire. Le réflexe testing de T3, quand le TSH ou le FT4 n'est pas normal, est-ce que vous pensez que c'est utile sans d'abord avoir info sur le patient? Est-ce qu'il y a des plaintes ou... Non, je pense que alors merci Bruno, très bonne remarque. Je pense que ce réflexe testing doit aussi s'engager dans une réflexion et un contact qui se fait avec le prescripteur. Et donc c'est intéressant quand on voit ces valeurs aberrantes ou pathologiques à la validation biologique, on peut contacter le prescripteur pour connaître un peu plus, si on n'a pas le dossier, le tableau, de juger à ce moment-là dans le dialogue s'il y a lieu ou non de rajouter un test.
Je suis plus enclin à du réflexe testing de T4 que du réflexe de T3 qui sera peut-être plus un point de suivi après vos consultations plus spécialisées en thyroïde. Donc, il faut, oui, c'est un bon point parce que c'est les guidelines, il n'y a pas vraiment de consensus. Je pense qu'il ne faut pas oublier le mot de la concertation clinique et le biologiste peut aussi contacter le prescripteur quand il voit des valeurs et essayer d'en savoir un peu plus sur l'historique du patient. Merci. On se demandait aussi que cette variation biologique que vous avez montrée, est-ce que c'est aussi connu pour les gens qui sont sous traitement avec le lévothyroxine? Oui, alors, pour les hormones thyroïdiennes, à reprendre dans la littérature récente, peut-être moins. Il y a ce qu'on appelle EBIVAS, qui est European Biological Variation Registry, qui a été mis en place par la Fédération européenne de laboratoires et qui reprend les variations biologiques pour des paramètres hormonaux et autres. Donc on peut juger déjà de cette variation quand on a une question sur une hormone. Beaucoup des données EBIVAS thyroïde sont chez des volontaires sains. Je vais faire un parallèle avec une autre pathologie qui est l'insuffisance cardiaque, où on sait qu'on a une variation des peptides natriurétiques chez des sujets sains, mais elle est aussi marquée et un peu différente, quelques pourcents, chez des sujets qui sont insuffisants cardiaques. Donc je pense que c'est un point d'attention sur lesquels des analyses complémentaires sont importantes parce qu'on va l'attendre un peu différente. J'ai une petite question concernant les valeurs de référence. On sait par expérience que la façon dont elles sont établies est souvent très brouillon. Si on prend le problème d'augmentation de la TSH avec l'âge, bon, il est évident que la probabilité d'une pathologie thyroïdienne augmente avec l'âge. Est-ce qu'il y a des critères internationaux concernant qui peut être inclus dans des valeurs de référence? Est-ce qu'il faut systématiquement doser l'anti-TPO? S'il y a d'autres critères? Est-ce que dans une région, il y a une déficience en iode, est-ce qu'on peut encore considérer que ce sont des valeurs normales? Oui, merci professeur Kaufmann, très bonne réflexion. Deux commentaires. Le premier était sur les recommandations du NACB, qui était la National Academy of Clinical Biochemistry, qui était très américaine. Et c'est vrai que leurs recommandations étaient orientées sur un nombre de N égale 120 sujets qui sont sans antécédents familiaux de problèmes thyroïdiens, sans auto-immunité thyroïdienne, sans goitre apparent. Et donc on a une sélection d'une population avec des critères particuliers. Et ça reste un élément intéressant si on veut se lancer dans le recrutement de cohortes. Après, on sait très bien que les facteurs de comorbidité peuvent augmenter avec l'âge, donc ça sera de plus en plus difficile de prendre tous ces critères. Je pense que ça reste important d'être attentif à une évaluation locale, parce que vous le mentionnez justement, les conditions des carences peuvent varier en fonction de la géographie. La manière dont on fonctionne côté laboratoire, quand on est face à une nouvelle méthode à implanter dans le labo, on regarde quelles sont les recommandations dans le kit du fournisseur pour voir quel est l'intervalle et s'il a été évalué dans quel type de population, quelle tranche d'âge, s'il y a de la littérature qui a été associée. On a des guidelines de la Société européenne de biologie clinique qui nous permettent de fonctionner avec des subsets de groupes contrôle. Donc si on a une idée dans la littérature ou pour le fournisseur d'un intervalle, le FLM préconise de travailler par groupe de 20 sujets, ce qui donne un peu plus de flexibilité. Donc recruter 20 volontaires sains et s'assurer qu'au moins 18 des valeurs qui sont obtenues dans ces volontaires sains correspondent avec l'intervalle annoncé par le fournisseur ou trouvé dans la littérature. Si ça n'est pas le cas, donc plus que 2 en dehors des cibles annoncées, on doit inclure 20 supplémentaires et
progresser par itération. Donc je pense que ça donne un peu plus de flexibilité pour des laboratoires qui ne sont pas toujours hospitaliers ou académiques, pour pouvoir quand même recruter des groupes qui peuvent permettre localement de vérifier des valeurs de référence, population adulte, ou dans des groupes qui sont parfois plus difficiles à recruter en termes de volontaires sains, pédiatrie ou sujets âgés. J'avais 2 questions. La première concerne les recommandations. Donc, j'ai été frappé par la différence entre les recommandations NICE et les recommandations du BMJ, où l'un dit qu'il recommande un traitement dès un taux de TSH à 10, alors que les recommandations du BMJ se prononcent fortement contre un traitement substitutif, et ce, quelle que soit la valeur de TSH. Et je me suis dit, ils ont l'air très très sûrs de leur coût, alors que les autres disent autre chose. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle différence? Donc, à nouveau, je pense qu'il faut vraiment... le 10 peut paraître énorme par rapport à un 4 ou un 4,5, mais ça dépend à nouveau de l'âge du sujet, et ce sera repris par Benoît Bolland après. Donc il faut voir la profondeur d'une hypothyroïdie sur base de la TSH, mais ajustée par rapport à l'âge. Après, je reste attentif à traiter tout de suite, tant qu'on n'a pas reconfirmé une valeur plus élevée à intervalle qui, là aussi, est à l'appréciation, 2-3 mois à vérifier. Et alors, si la valeur de TSH est franchement aberrante aussi par rapport à une clinique, quand même s'assurer d'exclure quelques facteurs confondants. Est-ce qu'on n'a pas une macro-TSH qui peut être présente? Parce que c'est toujours là, et on a le cas régulièrement de suspicion. Après, on en avère heureusement très peu, mais traiter une valeur de macro-TSH à 25 avec des doses importantes de thyroxine, ça peut être préjudiciable si c'est vraiment une macro-TSH et que la fraction biologique n'est qu'à 2 ou quelques unités de TSH. Donc, je ne serais pas aussi catégorique sur l'enclenchement du traitement, mais c'est un avis strictement personnel. En fait, dans la recommandation du BMJ qui était contre le traitement, eux, ils insistaient surtout sur les risques, et surtout sur les risques à long terme, en disant que sur le long terme, on avait effectivement des risques de surtraitement. Donc j'imagine que ça doit un peu rejoindre ce qu'on vient d'expliquer par rapport... Excusez-moi si je peux intervenir, je voudrais faire un commentaire à propos des recommandations de BMJ, justement, qui ont été très, très critiquées par le reste de la communauté des thyroïdologues, en fait. Le BMJ a fait ces recommandations sur la base d'une méta-analyse dont je vais parler également dans ma présentation, mais il y avait très peu de patients, en fait, en se basant sur le range de TSH des patients qui étaient inclus. Donc le range supérieur était à environ de 20, si vous voulez. C'était une méta-analyse sur les effets de traitement de l'hypothyroïdie infraclinique. Mais en fait, dans cette méta-analyse, il y avait très, très peu de patients avec une TSH supérieure à 10 qui est considéré par le reste des guidelines, en fait, de la communauté médicale, comme une seuil de référence qui est significative pour l'instauration du traitement. La deuxième question est plus conceptuelle. Comment est-ce qu'on peut... l'hypothyroïdie subclinique se définit comme un taux de TSH élevé associé à un taux de T4 libre normal. Comment, dans ces conditions, peut-on imaginer que les symptômes du patient soient liés à un taux de T4 libre trop bas vu qu'il est normal? Oui, après, je pense que conceptuellement, on ne va pas rechercher ça ne sert à rien de surprescrire des tests thyroïdiens si la clinique ne le justifie pas. Et après, un usage rationnel. Et donc, si on suspecte à un moment donné la dysthyroïdie comme une origine de certains symptômes, la TSH va rester le paramètre de choix. C'est vrai que l'étape d'après, si la TSH est perturbée, c'est d'aller un peu plus loin avec une T4 libre pour faire la part des choses entre un tableau subclinique ou une hypothyroïdie franche. Et donc, dans une réflexion itérative, la question du dosage de la T4 se pose quand même. Si la TSH est pathologique, la T4 est normale, on tombe face à cette question de l'hypothyroïdie subclinique et d'un recontrôle de cette valeur de TSH. Burlatch veut dire que c'est une association et non pas une maladie. Vous seriez d'accord? Mais vous n'êtes pas clinicien, donc... Je peux faire le lien entre des variations biologiques des outcomes dans certaines populations, mais après, voilà, je laisse le commentaire
aux cliniciens. Bonjour, moi j'avais une question relative à la situation où on envisage une supplémentation par le sélénium. Est-ce que ça a un sens de doser le sélénium sanguin? Est-ce que ce sélénium dosage sanguin est valable ou pas? De suivre en fonction du sélénium sanguin? Alors, je peux appeler un ami si vous voulez. Mais donc, je prends la question, je n'aurai pas une réponse définitive. Pouvoir doser le sélénium, oui. Après, je dois reprendre l'avis d'un autre expert. Mais donc, je pense qu'en termes de méthodologie, on utilise des techniques qui sont des chromatos avec détection de masse, ICP-MS pour la mesure des taux de sélénium. Je peux revenir vers vous. Si vous me mettez un email, je peux essayer d'aller plus loin dans la réponse. Désolé. Ou, Brigitte voulait peut-être réagir là-dessus. Non. Une question peut-être plus conceptuelle ou même philosophique. L'entité hypothyroïdie sous-clinique, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que en fait, la définition, pour commencer, elle est biochimique. On a déjà parlé du manque d'une définition correcte. Qu'est-ce qui est une TSH normale pour des personnes de tout âge et de tout sexe? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème avec l'entité hypothyroïdie sous-clinique? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers, comme dans l'hypogonadisme, parler de hypothyroïdie compensée? Oui, peut-être. Je pense que par les associations qui sont faites dans ces groupes qui ont des valeurs de TSH confirmées élevées, qui restent avec des T4 normales, on voit quand même des associations avec certains risques. Et donc ne pas la considérer ou ne pas réfléchir à un traitement possible me semblerait dommage, mais c'est mon avis de biologiste. Donc voilà, si on a tenu compte de certains facteurs confondants, tenant compte des risques et aussi de ne pas avoir une réflexion, est-ce que cette TSH est élevée, la T4 est normale, est-ce qu'on va quand même pas à un moment donné dans certains groupes, femmes enceintes, périnatalité, prescrire un anti-TPO pour voir un petit peu quel est le contexte? Si on a une TSH qui est anormalement élevée avec un TPO positif, est-ce que l'action thérapeutique va être différente? Et, donc, oui, je suis un peu embêté, j'ai du mal à répondre. La TSH s'adapte à la T4 en 6 semaines, et donc après un changement de dosage, on vérifie la TSH après 6 semaines. Et si vous proposez de vérifier en cas des TSH élevés, sans symptômes 3 à 6 mois après, c'est pour une question de variation saisonnière. Oui, c'est un peu ce qu'il y a. Si vous prenez les guidelines entre 2-3 mois, si on veut contrôler une TSH qui est anormalement élevée, je pense que ça fait sens. Ça permet de voir aussi en fonction de la variabilité biologique un peu où on se situe. Donc ça semble raisonnable. Quand vous avez ce tableau TSH anormalement élevé, T4 normal, de recontrôler et de ne pas forcément traiter tout de suite. Votre avis justement, j'entendais que vous étiez médecin généraliste. Est-ce que les laboratoires communiquent suffisamment sur des valeurs personnalisées ou dans les protocoles ou, Absolument pas. Ok. On en discute avec la SSMG notamment, donc voilà. Oui. J'ai peut-être une suggestion pour changer le terme. Au lieu de dire un test réflexe, c'est de le modifier en test réflexion. Oui, ils avaient fait le diminutif. Bonjour, je suis Célestin Foucault-Moifo. Je suis le président du conseil pénitentiaire, donc c'est le conseil qui s'occupe de la médecine pénitentiaire dans les prisons. Nous avons remarqué ces derniers mois
avec l'arrivée de la population ukrainienne, qui avait beaucoup parmi eux qui avaient un taux de TSH qui était anormal. Et nous nous sommes posé la question, parce que c'est souvent des gens qui n'ont aucun signe d'hypothyroïdie clinique. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que les guidelines que nous avons, que ce soit chez les Britanniques ou bien chez nous en France ou en Belgique, est-ce que c'est applicable à cette population ou pas? Parce que, vu qu'on avait tous ces taux de TSH qui étaient anormaux, on s'est même posé la question, est-ce que la population, ceux qui étaient déjà sur lévothyroxine venant de l'Ukraine, est-ce qu'il y avait une deadline? Est-ce qu'on pouvait penser que le traitement qu'ils avaient eu là-bas était justifié ou pas? Donc c'est une question qui me taraude et que je pose à toute personne présente. Merci. Merci pour la question. Trois éléments de réflexion. Pourquoi aviez-vous fait ces dosages de TSH? En fait, dans la médecine générale, à tort ou à raison, la TSH fait partie de notre check-up classique. OK. À tort ou à raison. Oui. Donc ça, c'est ma première réflexion dans le rationnel de s'il n'avait pas de suspicion de dysfonction thyroïdienne, est-ce qu'il fallait prescrire cette TSH? Je vous laisse juge là-dessus. Deuxième point d'attention, alors je les connais pas. Enfin, deuxième point d'attention, avez-vous tenu compte de valeurs personnalisées pour juger de cette hypothyroïdie ou aviez-vous des comptes rendus C'est la notion de valeur personnalisée. Je ne pense pas qu'en médecine générale, en fait, le labo, il est interprété normal ou anormal, c'est le cut-off qu'on utilise. Et je ne pense pas que, je ne sais pas s'il y a quand même beaucoup de médecins généralistes dans la salle, je ne pense pas qu'on personnalise les résultats du TSH. De toute façon, je ne sais pas si on tient compte de la race, ou bien de l'origine, ou bien peut-être de l'âge, ou du sexe, mais pas des origines. Oui, alors je peux vous donner mon cas personnel sur Saint-Luc. On personnalise pour les valeurs pédiatriques, les valeurs pendant la grossesse. On n'a pas encore, mais c'est en phase d'implantation, une valeur pour les sujets de plus de 70 ans. Après, je serais curieux de voir aussi la littérature, et je ne la connais pas, mais sur les valeurs de référence sur les sujets ukrainiens. Parce que je pense que elles seront proches de nos valeurs de référence, mais je serais quand même curieux de vérifier ces aspects-là. Et derrière, vous avez recontrôlé, parce qu'ils sont quand même arrivés dans un état de stress et le périple n'était pas facile. Oui, en fait, on peut dire, dans la majorité des cas, ça a bien répondu avec la lévothyroxine. Mais après, nous nous sommes posé la question, est-ce que c'était la bonne attitude? Est-ce que même ceux qui étaient déjà au départ chez eux sur lévothyroxine et qui ont aujourd'hui la TSH normale, est-ce qu'on peut penser qu'à un moment, il va falloir qu'on arrête ou bien c'est une question qui nous taraude? Et donc, vous avez enclenché le traitement de la thyroxine tout de suite après les résultats de TSH? Non, après un contrôle, évidemment. Donc, quand on a contrôlé, on a vu qu'il y avait une persistance de la TSH qui était abnormale. On a commencé le traitement. Okay. Donc, dans l'analyse de rationnel de prescription systématique m'interroge sur les valeurs de référence à reconsidérer et de repartir d'une approche comme ça. Après, la question sur les valeurs de référence pour des sujets ukrainiens, je vérifierai aussi, mais a priori, ça va être les mêmes que chez nous. Okay. Belle question. Voilà. Merci. Si quelqu'un veut réagir aussi, oui. J'ai travaillé avec M. Delin
Peut-être qu'en Ukraine, déjà la différence entre la Wallonie et la Flandre, une différence, ce serait intéressant de voir si localement il y a des carences dans leurs terres, etc. Alors, moi j'aime bien le progrès. Pour la cortisone avec Mademoiselle Voltaire, j'avais fait un suivi 24 heures et actuellement on fait le cas, c'est-à-dire la cortisone l'hiver, le matin et le soir. Ne pourrait-on pas imaginer de voir les variations du TSH matin et soir par dosage salivaire? Alors il faudra voir le rationnel qui est derrière aussi, et si donc voilà, je pense pas que ce soit une priorité à l'heure actuelle. Est-ce que c'est alors oui, tout à fait. J'allais venir sur un point qui est assez similaire et qui, voilà, un point qui m'a touché en préparant le consensus. On a été contacté par une maman qui se demandait comment avoir accès à des dosages moins invasifs de TSH pour son enfant qui doit en faire régulièrement dans un contexte plus aigu. Ça pose des questions de comment fournir des dosages de TSH moins invasifs, comment on peut y arriver. Dans la salive, il n'y a pas de méthode à l'heure actuelle. Le cortisol, on a des dosages qui sont fiables, que ce soit par masse ou sur certaines méthodes d'immunoanalyse. Donc je n'ai pas de souci avec le cortisol salivaire. La TSH, on n'y est pas encore. Sur des méthodes, et cette maman faisait poser la question sur des capteurs, comme pour la mesure de glycémie, on n'y est pas encore en termes de capteurs. On a de plus en plus de nouveaux dosages dits point of care, donc c'est de la biologie délocalisée qui peut se faire au bout du doigt. Et c'est en train d'arriver pour des dosages de TSH, ce qui va permettre dans certaines populations plus difficiles, peut-être, entre guillemets, d'avoir des dosages plus facile, transportable, mais voilà, c'est encore en phase d'évaluation et de test. Donc le progrès technologique, oui, il est là. Après, il faut l'accompagner. Donc, je miserais plutôt sur des dosages point of care que des dosages salivaires.